Gérard Gauthier, maire de Cers. Bonjour Gérard. Bonjour. Bonjour. Alors, Gérard Gauthier, il a une particularité quand même qu'il est bon de souligner avant d'attaquer quoi que ce soit. Il en est à son 6e mandat, et j'allais dire consécutif. Je crois qu'il a succédé en 83 à La Palud. Depuis, il n'a pas quitté cette mairie. J'ai l'impression que sa femme doit penser qu'il est plus souvent à la mairie qu'à la maison. Mais bon, ça reste à définir. Cers a le nom finalement d'un vent, c'est le vent du nord-ouest, c'est ça, je ne me trompe pas, qui est tantôt froid, tantôt chaud. Alors, et se dire qu'à la mairie de Cers, on souffle le froid et le chaud. Le vent de l'essor, on avait marqué, nous. Et alors, pour la petite histoire, c'est vrai qu'à un certain moment, on a eu quelques difficultés, parce que 30 et quelques années, tout n'est pas toujours rose. Et à un moment, sur les logos, c'était l'époque des pins. Je dérive un peu la conversation, mais à l'époque des pins. Alors, on avait fait le pins avec notre logo, et on avait marqué le vent de l'essor. Et puis, comme on a fait des affaires qui n'étaient pas trop terribles, qu'on avait un lotissement qui restait en rade, à la grande époque où toute l'urbanisation s'est arrêtée. Sous Bérégovois, vous vous rappelez, il y a eu un tas de lotisseurs qui ont fait faillite et tout, et on a vite enlevé le vent de l'essor. Alors, le vent, on s'en sert quand on en a besoin. Alors, voilà. Mais c'est vrai que, vous soulignez tout à l'heure cette longévité que j'ai instaurée à Cers, puisque c'est vrai que 30 et quelques années, c'est beaucoup. Ça fait mon 6e mandat. Et bon, moi je pensais 2-3 mandats, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Alors j'avais 36 ans quand j'ai été élu, j'en ai 72 ou dans quelques jours. Donc il y a eu l'ancienne génération avec Louis Lapalud, qui était un brave homme, un bon maire, je ne critique pas. Moi j'ai pas pris sa suite, mais j'étais un peu dans la tradition. Le maire à l'époque, c'était les écoles et les chemins. Point final. Et c'est vrai que nous, en 83, quand je suis arrivé, quand on a gagné les élections, ça n'a pas été facile, parce que quand même, on avait des adversaires, on savait qu'il y avait une place à prendre, puisque Louis Lapalud ne s'était pas représenté, il y avait une place à prendre. Et contrairement aux autres, qui sont occupés des élections, peut-être 3 mois au grand maximum en avance, moi je m'en suis occupé 2 ans avant. Et j'avais un peu innové, j'avais fait un questionnaire dans tout le village, on avait bien travaillé, je crois, avec toute l'équipe, on était jeunes à cette époque-là, et effectivement, on a surpris les gens quand même, parce qu'on a fait beaucoup de travail, et ça n'a pas été facile non plus, parce que les budgets sont ce qu'ils sont. Et comme moi je suis un paysan, Ça ne veut pas dire qu'on a une connaissance des budgets et de l'économie. Pas forcément, mais je veux dire par là un peu radin quand même. Un peu, on garde toujours une petite poire pour la soif. Alors effectivement, tout a été à faire. Moi, je suis élu au mois de mars. Je vais dire quelque chose d'un peu lugubre, mais quelqu'un meurt au mois d'avril. On ne savait pas où le mettre. Le cimetière était plein à ras-bord. On ne savait pas où le mettre. Et la première chose que Gérard Gauthier a fait comme réalisation, c'est un cimetière. Alors déjà, ça démarrait pas fort. Voilà, bon, ça c'est pour la petite histoire. Mais... Gérard, on parlera bien entendu de toutes ces réalisations, parce qu'à 35 ans, il faut le dire, des réalisations, vous en avez vu. Ce que je voulais vous poser comme question avant d'aller plus loin et avant de rentrer dans le dur, c'est qu'est-ce qui fait le secret de la longévité de maire? Est-ce que c'est l'amour de son village? Parce que vous êtes, il faut le préciser, vous êtes né ici, vous êtes l'enfant du pays, j'allais dire. Je suis né 12 rue des Hirondelles. Non, un présage, des hirondelles. Une hirondelle peut faire le printemps à Cers. Oui, je suis né au 12 rue des Hirondelles, puisqu'à l'époque les accouchements se passaient au village. Et voilà. Alors, ce qui fait la longévité, c'est déjà l'enfant du village. Dans la connaissance. Voilà, on connaît le village. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai toujours... j'ai jamais fait de différence entre les gens. Parce qu'au début, quand même, il y a 35 ans, on savait qui votait pour qui. Voilà, je veux dire... Il n'y avait pas de mystère. Dans un village, il n'y avait pas trop de mystère. Il suffisait d'aller au bistrot du village. Je veux dire, ça c'était... Et moi, j'ai jamais fait de différence. Au contraire, j'ai toujours essayé de m'ouvrir aux autres. Et je peux dire ça aussi. J'ai pris des gens qui s'étaient présentés contre moi la fois d'après.
Je dis, viens, tu as envie de te copier, tu viens. Et j'ai un élément, je peux le dire, c'est Jean-Paul Rodriguez, par exemple, qui a été extraordinaire après par la suite, qui a fait un travail remarquable. Après, je veux dire, j'ai pas essayé de politiser ou d'essayer de faire les clans. Non. Et ça, je crois que ça m'a joué, ça m'a servi. Ça m'a servi. Et là où j'ai la preuve que ça m'a servi, c'est qu'aux dernières élections, nous avons changé de statut électif, puisque du panachage, du scrutin majoritaire individuel, on est passé à la proportionnelle. Donc, ce qui voulait dire que même si, et je dis même si, parce que quand même, on n'est jamais sûr de rien, je partais favori, même si je partais favori, n'importe qui se présentait ensemble, en face, ils avaient minimum 1, 2 ou 3 élus. Personne ne s'est présenté. Donc, je veux dire, ça veut dire par là que il y a quand même une certaine reconnaissance, entre guillemets. Et on dit non, on va pas lui montrer qu'on aimerait faire mieux ou qu'on aimerait faire autre chose. Voilà. Ça, c'est significatif, ça, quand même. Voilà. L'avantage d'être clair et net. Alors, en 35 ans, Gérard, vous en avez connu des changements, et notamment, on en a parlé, cette loi sur la décentralisation, qui a été importante et qui a fortement impacté le futur d'un maire. C'est-à-dire qu'on passait des fois des gens, à la limite ignares, mais qui étaient reconnus par les habitants comme étant un brave homme. Et là, il a fallu quand même un certain bagage, il a fallu se pencher sur les textes avec toutes les responsabilités que ça découlait. La physionomie a changé énormément. On a été contraint de faire les choses vraiment. La décentralisation est vraiment une grande responsabilité. Et moi, j'aurais eu la chance dans ma vie, parce que c'est ma vie, la mairie, de connaître cette décentralisation et puis l'amenuisement des communes. Parce qu'aujourd'hui, les communes, elles sont perdues. Aujourd'hui, les communes, c'est l'intercommunalité qui prend le dessus. Et dans quelques années, les communes n'existeront plus. Ou elles auront, et le maire, il fera les mariages, il fera les vœux chaque année, mais il n'aura pas un réel pouvoir que nous avons connu à un certain moment. On prend la responsabilité. Et ça, moi, c'est quelque chose qui est intéressant quand même, il faut le dire. Et dans ce que vous dites, Gérard, effectivement, ce transfert, j'allais dire, à la limite de compétences, et quand je parle de compétences, c'est le pouvoir de l'argent, on le sait, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui fait avancer, fait qu'il y a beaucoup de maires qui se sentent dépossédés de leur commune, à savoir que les décisions, s'il n'y a pas d'argent, on a du mal à les prendre. Et l'État fait tout pour que, justement, l'agglo puisse tirer les ficelles. Ça a de bonnes choses. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut s'interroger, c'est l'histoire qui jugera. Mais aujourd'hui, on va dans tous les domaines, on va vers du gigantisme. Il faut que les choses soient forcément grandes et plus importantes. On le voit sur l'économie, on le voit surtout, et les communes aussi. Alors, c'est vrai qu'on a 340 communes dans l'Hérault. C'est quand même beaucoup. Quand on nous envoie chaque année l'annuaire des maires, là, avec le nom du maire, tout ça, il y a 342, je crois, dans l'Hérault, il y a des communes avec 15 habitants. Quelque part, on dit, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Alors, que faire mais d'un autre côté, une commune comme nous, c'est viable. Il y a quand même, on est 2300 habitants aujourd'hui. Les services... Je ne vois pas de rouspétance particulière. C'est vrai qu'on a cette chance d'avoir la proximité avec la ville de Béziers. On a tous les services. On a un monde associatif avec une vingtaine d'associations, des gens de l'extérieur même qui viennent. Il doit y avoir de CERS qui doivent aller ailleurs aussi. Mais je veux dire, tout se passe à peu près bien. Donc, on est autosuffisant, quoi. Je veux dire, mais on nous a embrigadés dans cette intercommunalité. C'est intéressant. Ça nous a apporté aussi. Moi, je vois par exemple, au niveau de l'habitat, habitat-logement, et j'avais la délégation quand j'étais du temps de Couder, on est toujours, mais à ce moment-là, c'est vrai qu'avec l'ANA, avec la compétence des aides à la pierre qui ont été transférées à l'agglomération, on a vu un autre niveau. Moi j'ai vu à Cers, on a pu agir sur les façades, alors qu'on ne pouvait pas le faire quand on était seul. On ne pouvait pas le faire. L'eau, par exemple, le contrat d'affermage eau et assainissement, c'est quand même bien que ce soit intercommunalité.
il y a un bouclage. Aujourd'hui, nous, on n'était que sur l'Astien, par exemple, au niveau d'alimentation à l'eau. On a l'Astien, et demain, l'Aglo nous amènera l'eau de l'Orbe aussi. Et, donc, c'est une sécurité. Il y a de nombreux domaines où l'intercommunalité, notamment au niveau des investissements, est formidable. D'un autre côté, c'est vrai qu'il y a certains services qui, des fois, on complique, et ça serait, on pourrait l'éviter. Bon, mais c'est comme ça, rien n'est parfait. Peut-être aussi une solution à la petite ruralité. Effectivement, vous le disiez, Gérard, à savoir que il y a des communes tellement petites qu'on se demande même comment ils vont trouver leur conseil municipal et leur maire d'abord. Exactement, on le voit, je citais le Soulier parce que je connaissais un peu là-bas, mais c'est vrai qu'ils ont du mal pour faire les élections chaque fois. C'est des gens de l'extérieur qui viennent compléter la liste électorale et choses. Alors, c'est vrai que ça, c'est un peu marginal. Mais ça ne veut pas dire par là que aujourd'hui, d'agglutiner les gens sur toutes ces grandes agglomérations, ces métropoles. Alors vous avez Montpellier avec 200 000 habitants et vous avez à côté des communes avec rien du tout, quoi. On est mal équilibré mal réparti sur le territoire quand même. Hein. Et c'est vrai qu'après vous arrivez même à Béziers, 75 000 habitants ou 70 000 habitants, le matin à 8 heures, on n'arrive pas à rentrer avec les voitures. Hein. Tous les jours. Je veux dire, c'est pas la peine hein. Et Montpellier, c'est pire. Hein. Donc je veux dire, il y a quand même peut-être essayer de nouveau de faire habiter les gens un petit peu dans les périphéries, ce serait peut-être pas plus mal. Hein. Alors une autre mutation qui est plus récente, celle-là que la décentralisation, c'est le devoir de parité. À savoir qu'aujourd'hui, on demande au conseil municipal d'avoir autant de femmes que d'hommes. Alors, est-ce que ça ne pose pas des problèmes? Parité, là, aussi, je vais vous faire une petite anecdote, hein, puisque en parlant, les choses me reviennent. Quand je me suis occupé de créer cette liste, en 1982, donc, 81-82, j'étais allé, bien sûr, il fallait que je me mette bien avec le maire en place, qui ne devait pas se représenter, mais il fallait quand même une certaine courtoisie, et j'étais allé le voir, et donc, Monsieur Lapalu, je viens vous voir parce que je vais, oui, c'est vrai, je ne me représente pas, enfin bon, etc., etc. Et puis, je lui dis, écoutez, par courtoisie, parce que j'avais pris aussi certains éléments de sa liste. Ils n'étaient pas majoritaires, mais j'en avais 3 ou 4 qui étaient venus aussi. Bon, donc tout ça, il fallait passer. L'idéologie, c'est une chose, mais il faut aussi qu'il y ait le vote qui accompagne. Alors, je l'ai tenu au courant. Pendant plusieurs fois, je suis allé le trouver avec ma cousine, avec qui qui est décédée entre-temps maintenant, Marie-Christine Priby, hein, et nous allions le trouver, nous le tenions au courant de nos investigations. Et un beau jour, j'arrive chez lui, je lui dis, bon alors, Louis, nous allons monter une liste et nous allons prendre des femmes. Il me regarde, interloqué, il me dit, tu es fou ou quoi? Je vous le jure, tu es fou ou quoi? Alors bon, on est allé doucement, et effectivement, on n'avait pas la parité à respecter à cette époque-là. Mais effectivement, j'avais fait quelque chose d'extraordinaire, puisque sur les 15 que nous étions, j'ai mis 5 femmes. Alors là, déjà, on sortait du Moyen-Âge, là. Hein. et je m'en suis félicité. C'est vrai que les femmes ont une autre vision des choses, hein, une autre façon elles sont beaucoup plus responsables, par exemple. Et puis effectivement, la parité a été imposée. Mais moi, je l'ai faite dès le 2e mandat, je crois, il faut le vérifier, mais je veux dire, on voit les photos là, hein, on voit carrément de la couleur avec les toilettes de ces dames. Et je mettais la parité inférieure, hein, puisque c'est un chiffre. C'était pas encore bien acquis. Mais enfin, et c'est vrai que c'est quelque chose de très bien. Cers a connu depuis quelques années une démographie galopante. Et je me souviens, moi, de Cers, village de 500 habitants. Aujourd'hui, on est au moins à 4 fois plus, et c'est 5. Cers, c'est facile, 650-700 habitants après la guerre, hein, et aujourd'hui 2300. Donc 6 fois 4, 24, et on y est pratiquement. Mais toujours 3 triplé, c'est sûr. Alors, on aurait pu aller plus vite même, hein. Alors nous, à Cers, quand même, on a une spécificité qui est quand même un petit boulet.
c'est qu'on a la voie ferrée qui traverse le village. Alors la voie ferrée, c'est quand même... On vit avec le train, hein. C'est pas une nuisance particulière. Vous avez des maisons qui sont à 5 mètres de la voie ferrée. Les gens, ils se réveillent pas la nuit quand un train passe. Donc on s'y habitue, il n'y a pas de problème. Elle est là depuis 1850 et elle est la bienvenue. Mais par contre, c'est quand même un obstacle. Un obstacle qui est traversé par 2 ponts, 3 ponts en tunnel. Donc, pas possible de les élargir. Donc, ça, c'est un problème. Alors, c'est vrai que dans le futur, moi, je ne serai plus là, mais on a orienté le PLU vers l'est de la commune, donc vers Port-Iragne, et effectivement, avec le coteau, il y a un pont en surface sur la voie ferrée qui peut être doublé très facilement. Donc l'objectif, c'est d'arriver à rejoindre l'entrée de Cers actuelle, de faire un boulevard périphérique jusque sur la colline, et après, ça diffuserait, et on pourrait effectivement agrandir le village. Alors, c'est vrai qu'on y pense à tout ça. On y pense, c'est de la politique à long terme, et on a mis en place une ZAC. On a ZADé d'abord, ce qui veut dire qu'il y a eu une volonté politique de dire aux gens, voilà, on fait ça, mais moi je suis allé en douceur. Les réunions publiques, je me souviens, j'aurais dit, écoutez-moi, on n'est pas là pour embêter quiconque. Effectivement, il y a toujours une majorité qui se dégage, ou pour ou contre, il y a toujours... Ça, c'est la vie. On ne peut pas... L'unanimité, elle existe que très rarement sur des projets. Bon. Et j'ai été surpris, parce qu'aujourd'hui, on a les accords signés et tout, à 99%. Alors là, est-ce que ça va se faire ? Je le souhaite, mais je n'en suis pas sûr. Parce que nous avons des contraintes énormes avec l'environnement. Nous avons une partie de la commune qui est en Natura 2000. Alors effectivement, l'Outard de Calapetière, j'oublie tous les noms compliqués de ces oiseaux et tout ça, qui sont sympathiques du reste, mais ils passent avant l'homme. Il ne faut pas le perdre de vue, ça. Ils passent avant nous. Et aujourd'hui, il faut des compensations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des quartiers comme ça, enfin des quartiers, des zones ou en friche ou en vigne, mais qui sont habités par des espèces que l'on doit protéger. Je suis tout à fait d'accord. Des fois, ça va un peu loin quand même. Mais enfin, on le fait. Ça veut dire que si on enlève ces gens, il faut les reloger ailleurs. Et c'est pas simple. C'est surtout que ça coûte cher. Voilà. Mais on a la vision, c'est justement d'agrandir le village vers l'ouest. Je confonds, non, l'est, je dis bêtise, vers Port-Iragne, vers l'est. Donc, à ce moment-là, on rejoint le coteau et le village peut s'agrandir tout naturellement sans créer de problème de circulation dans le vieux village qui, en plus, subit la contrainte des fameux ponts sous la SNCF. Voilà, alors ça c'est l'objectif, on l'a mis en place, j'espère qu'avant de me retirer, puisqu'avant 2020 je ne me représente pas, on pourra offrir au futur un projet, maintenant ils feront ce qu'ils voudront, hein, les gens, mais pour que l'urbanisation puisse se continuer. Alors, puisqu'on parle du rail, puisqu'on parle des consensus, il y en a un au moins qui fait l'unanimité dans notre région, c'est cette fameuse ligne LGV, où on bataille depuis, récemment on était avec madame le député Emmanuel Ménard qui confirmait. Le gouvernement a l'air de dire que c'est un projet neuf, ça fait près de 30 ans qu'il dure. Alors là aussi... Vous êtes venu me faire tirer absolument. Alors là aussi, premier mandat, 1983. Donc, un beau jour, je vois arriver un monsieur qui s'appelait monsieur Otavi. Vous voyez, monsieur, je suis chef de la mission TGV. Il me dit, il y aura une maison qui va souffrir énormément de cette ligne TGV. Alors vous voyez, il y a 35 ans. Alors, ça dure. Et moi, j'avais dit à cette personne, écoutez, continuez, faites votre piscine, continuez votre vie. Et puis, mais c'est vrai que c'est quand même comme l'épée de Damoclès, ça, on ne sait jamais. Alors après ça, c'est compliqué, parce que nous, autant la ligne TGV, le premier projet, il n'y avait aucun problème, mais le dernier projet est beaucoup plus pénalisant pour les communes de Cers et Villeneuve. Parce qu'il y a cette fameuse bretelle, puisque le TGV
fret qui s'est greffé par la suite. Au début, on ne parlait pas du tout de fret dans le TGV. Mais le fret qui s'est greffé a fait que, pour des raisons techniques, le fret sur la ligne TGV en elle-même doit s'arrêter à Béziers. Donc ça veut dire que tout le fret doit être déplacé sur la gare actuelle. Et pour ça, il y a cette fameuse virgule. Certains l'appellent la virgule, d'autres le raccordement, appelons-le comme on veut. Mais enfin, pour nous, c'est très, très, très pénalisable. Aujourd'hui, normalement, la ligne, les travaux devraient démarrer. Les travaux devraient démarrer. Ils ont arrêté le tracé et tout. Mais finalement, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et ça c'est insoutenable, ça. Ça, c'est vraiment le gros problème. Où on va, qu'est-ce qu'on fait? Saint-Nicolas, non. Parce que c'est triste quand même de voir que sur cette ligne qui traverserait de l'Europe du Sud à l'Europe du Nord, et qui quand même... il y a 100 km au milieu, là. C'est vraiment une verrue, ça. Voilà. Alors, Gérard Gauthier, vous l'avez dit, c'est votre dernier mandat, vous l'aviez annoncé avant même de savoir si vous alliez être réélu. Entre le cimetière, votre première réalisation, et votre dernière, que je nommerai la splendide salle des fêtes qui vient d'être ouverte récemment, il y a eu du parcours, il y a eu beaucoup de choses de faites. Entre-temps, nous l'avons dit, la démographie galopante a amené, bien entendu, à réviser les écoles, à réviser, vous avez changé, je crois même, le bâtiment de la mairie, tout ça, des projets à l'appel, on ne les nommera pas tous, mais ce qui est important de savoir, c'est dans tout ce que vous avez fait, qui vous a apporté certainement des satisfactions, est-ce que vous avez, en fond de vous, des regrets? Alors, des regrets, non, mais peut-être d'être allé peut-être plus vite. Mais non, parce que je disais le terme paysan, on fait à mesure, en fonction. On parlera d'économie, allez. En fonction de ce qu'on a comme les moyens qu'on a, parce que les besoins, c'est une chose, et on y répond par les moyens. Et puis ça, c'est immuable. Alors, c'est vrai que la priorité des priorités, c'était l'école. Nous sommes ici, dans l'ancienne école. Alors, il y avait deux classes, deux grandes classes. Derrière, ils avaient dans la cour et un petit prolongement où il y a les halles aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas quand même très grand. Hein. Il y a les halles et il y avait deux classes de plus. C'était des préfabriqués, c'était l'ancienne écurie de Sahuc, une grande propriété qui avait été transformée, etc. Bon, quand je suis arrivé, j'ai dit la priorité des priorités. Parce que là aussi, quand je suis arrivé, il y avait quand même un problème important. C'est que j'ai été élu au mois de mars donc 83. Il y avait 200 permis de construire qui venaient d'être signés. Le Mas de l'Écluse, la Noria, enfin plusieurs lotissements, il y avait entre 180 et 200 permis. Donc, le premier mandat, ça a été aussi d'accueillir ces gens. Ça n'a pas été évident du tout. Non, mais et puis, et là, et même je me rappelle des gens de l'ancienne équipe qui me disaient, on va acheter un petit bout de terrain de plus à côté de la mairie actuelle, qui était l'école, et on va. J'ai dit, mais non, mais on est fou là. Non, il faut partir sur de nouvelles bases. Et effectivement, la première chose, et nous l'avons inauguré en 86, ça a été la première tranche du groupe scolaire avec le restaurant scolaire, parce qu'il n'y avait pas de restaurant scolaire non plus. Mais tout ça, ça paraît aujourd'hui tout naturel. Mais c'était pas naturel à l'époque. Il n'y avait pas, toutes les mairies n'avaient pas un restaurant, une cantine scolaire. Alors évidemment, rien que ça nous a propulsé la fois d'après. Je veux dire, on est passé largement. Et effectivement, comme les moyens ne nous y autorisaient pas, on y est allé doucement et on a attendu encore au moins 10 ans pour faire la deuxième tranche du groupe scolaire. Mais entre-temps, quand même, il a fallu faire des salles associatives parce qu'il y avait le club de rugby traditionnel et c'était tout. Sur le plan associatif, il y avait le rugby dans les années 80, point. Et déjà, dans les années 80, le foot s'y est greffé. Puis ça a été les cours de tennis qui ont été créés aussi avec une association. On a aidé, on a participé, etc. etc. Donc ça a été ça. Ça a été de créer une bibliothèque. Elle est ce qu'elle est. C'est pas la grande médiathèque, mais elle est ce qu'elle est. Elle rend service. Ça a été effectivement
de pallier au plus pressé dans beaucoup de domaines. Et par la suite, alors rénover la mairie aussi, l'ancienne mairie, il a fallu rénover parce que c'était difficile pour accueillir le public. Le personnel aussi, ils avaient rien. Les ordures ménagères, on les ramassait avec une belle avantage. Une belle avantage. Et quand on a mis les containers dans les Andes, ça a été aussi, c'est la révolution à chaque fois. Non, mais vous voyez. Alors, la première des choses, ça a été quand même d'arrêter cette urbanisation. Parce que quand vous avez 200 permis signés, que vous savez qu'ils vont arriver les gens dans les 3-4 ans qui viennent, on a tout arrêté. Ce qui m'a créé quelques problèmes. Parce qu'il y a des gens qui avaient fait déjà échafauder des projets. Donc, il a fallu mettre... Ça n'a pas été facile, le premier mandat. Mais ça a été le plus beau. Le plus passionnant. Le plus agité. Agité, parce qu'il s'est fini aussi. Ça a été... Mais, je veux dire, ça a été vraiment, on a fait une avancée énorme, là. Et puis la communication, quand on a sorti les premiers journaux, ça paraît anodin aujourd'hui, c'est normal, c'est rentré dans les mœurs, mais à l'époque, le repas des anciens, à l'époque, c'était une coque avec une mandarine... Et on a fait... Non, je veux dire, tout ça, ça paraît rien aujourd'hui. Mais les autres l'ont fait aussi, hein, je veux dire, il n'y a pas qu'à faire. On n'est pas le... Non, mais... Et puis alors, c'est vrai que les opportunités aussi. Et c'est vrai qu'à un certain moment, moi j'ai dit, la mairie, on va faire une autre mairie. Et on a profité de rénover l'ancienne école, qui justement, quand on a fait la deuxième tranche de l'école, est restée libre. Et on est dans un beau bâtiment ici, le bâtiment Jules Ferry de 1904, et on a inauguré donc la nouvelle mairie le même jour qu'avait été inauguré le groupe scolaire, le 11 avril 1904 et 2004. Voilà. Et on est bien ici. On est vraiment... et alors, il a fallu acheter l'arrière pour faire... Et ça, c'est grâce à l'agglo quand même. Hein, grâce à l'agglo. Et on a fait tous ces aménagements qui ont fait que quand même... On a créé d'autres voies, etc. Bon, ça a changé de physionomie quand même. Alors, je vais vous faire aussi une anecdote. C'est que à Béziers, dans certaines communes, il y a une commune... Il y a des crèches, et ça crée chaque fois des problèmes. Mais à Cers, on est meilleur que ça. Parce qu'à Cers, dans le hall, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un hôtel. C'est un hôtel visigoth. Donc, vous voyez qu'on est plus fort que les... L'État s'engage de moins en moins auprès des communes. C'est cette taxe d'habitation qui va être supprimée. Tout ça, eh bien, c'est un manque à gagner pour les communes et une grosse interrogation. J'ai vu, quand il y a eu la réunion des maires de France, que beaucoup, enfin, si c'est pas pour dire l'unanimité, les gens sont inquiets. C'est quand on vous enlève des ressources, c'est rare qu'on soit satisfait. Alors, la taxe d'habitation, c'est simple. Vous pensez que de suite, tous les maires ont dû faire appareil d'aller regarder ce que ça leur a apporté. Parce qu'on n'a pas le budget en tête, 24 heures, c'est 24. Alors nous, le budget, c'est 2 millions en gros. 2 millions. Déjà sur 2 millions, vous avez 950 000 euros, pour pas dire 1 million, en personnel. Il ne faut pas le perdre de vue, ça. On est dans les bons, on est à 40%. Personnel. Il y a beaucoup qui sont à 53, 54%, rien que pour payer le personnel. Alors déjà... Et moi, la taxe d'habitation, elle représente quand même 50 000 euros. Alors, c'est vrai que ça fait un trou. Ça fait un trou. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir? Je ne sais pas. Mais si le nerf de la guerre n'y est plus, la guerre est perdue. Hein. Vous l'avez plus ou moins induite, vous êtes de cette vieille école qui disait « je gagne 5 francs, j'en dépense 3 et j'en mets 2 dans le bas de laine ». Est-ce que cette gestion, vous la pratiquez avec toujours, bien entendu, le souci d'équilibre et de garder un peu ce qu'on appelle les fonds propres à la limite? Alors, nous, c'est vrai qu'on avait des fonds propres, comme vous dites, le fonds de roulement qui était important et tout. On a réalisé quelques opérations de lotissement en prévoyant qu'on allait faire cette salle dont vous parliez tout à l'heure, l'Escapade, qui est un bel outil pour un village comme le nôtre. Et on avait un petit bas de laine, c'est certain. Mais comme nous étions engagés à faire la salle des fêtes sans emprunt, le bas de laine, il a pris un coup. Donc c'est vrai que moi je suis quand même un peu inquiet là, avec le directeur général des services, avec le DGS, on va commencer à échafauder le budget parce que en plus l'État
nous envoie les ressources, les recettes, les dotations, toujours au dernier moment. Ça, c'est terrible. Moi, j'aurais aimé que le budget, on le fasse en fin d'année, et on part sur... Non, là, on dépense de l'argent qu'on n'a pas encore voté. Bon, moi, ce que je ne ferai pas, je n'augmenterai pas le taux d'impôt. Parce que déjà, les impôts, ils augmentent d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les bases sont réévaluées chaque année. Donc, vous avez les 2% d'inflation, ou de 0, enfin, peu importe, qui font augmenter les impôts. C'est pour ça que moi, je suis quand même assez inquiet pour les budgets à venir. On verra, on s'adaptera. Le propre de l'homme, c'est de s'adapter. Absolument. Alors, Gérard Gauthier, horizon 2020, vous allez rendre... on peut dire le tablier du travailleur tout au moins. C'est pas bien entendu qui vous succédera. Et si vous aviez un conseil à lui donner éventuellement, est-ce que vous avez en tête, parce que je sais que vous êtes un homme aussi d'action et que vous aimez votre commune et que vous avez peut-être ressenti aussi encore des manques, est-ce que parmi ces projets qui auraient pu nourrir de futurs mandats, vous en auriez un en particulier qui serait... Moi personnellement, il y a quelque chose qui me tient à cœur, j'aurais pas le temps de le faire, mais on a acheté une vieille cave dans le village. C'est la cave Beaumelou, on appelle. C'était la famille Beaumelou, la famille Guibert à l'époque. Et cette cave a une particularité. C'est pas la 7e merveille du monde, mais elle a une particularité, c'est qu'elle a été créée en tant que cave, dès le départ, dans les années 20. Il y a une charpente métallique, les tuiles plates. La cave, il y a le pressoir au milieu avec les cuves en arrondi. J'aimerais qu'on puisse faire un petit musée du vin ou un petit musée autre chose dans cette cave. Bon. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors jusqu'à présent, ça nous servait de garage communal pour les employés et ça a été dégagé maintenant, c'est libre. Alors ça j'aimerais, mais alors là comme c'est un peu du superflu, ça il faut le dire, il faut trouver les financements. Mais ça c'est un projet que je connais parce que nous avons fait aussi pour un garage communal qui est extraordinaire, là c'est magnifique. Autant ils étaient mal lotis, nos employés, que maintenant je crois que c'est du luxe presque. Enfin du luxe, j'exagère un peu, vous le savez. Mais, et donc cette cave est libre, et j'aimerais, ça c'est un projet qui me tiendra à cœur. Après, le reste, moi je vois pas ni de médiathèque, ni tout ça, Béziers. On est tellement proche de Béziers. C'est 30 centimes quand on prend le car. On dirait pas grand monde le prend. Mais il faudrait s'y réhabituer à utiliser les transports en commun et une petite promenade à Béziers à 30 centimes pour aller à la médiathèque. Je veux dire, c'est aussi bien que de faire une médiathèque à Cers qui sera jamais une médiathèque comme celle Malraux à Béziers. Voilà. Alors, on va terminer, Gérard Gauthier, parce que vous êtes quelqu'un de passionné. Alors, ça, c'est ça, de passionnant. Je dis passionné et passionnant, je précise, tout simplement être, je dirais pas un bon maire, mais un maire acceptable. Quelles sont les qualités que ça requiert? Bon, il faut que ça plaise. Hein. Il faut que ça plaise. On ne fait pas une école de maire. Hein. On est là un jour parce que une opportunité ou parce qu'on vous le demande ou parce que et puis c'est la vie. Moi, je veux dire, on est d'une génération où on ne s'interrogeait pas trop sur on savait qu'on avait du travail pour tout. Moi, j'ai eu la chance que j'étais une famille de viticulteurs, donc je pouvais rien faire à l'école si j'avais voulu. Et il y avait les vignes qui m'attendaient, quoi, je veux dire. Mais aujourd'hui, c'est différent. Alors, les choses ont bien changé. Mais je crois que, d'abord, la première des qualités, c'est vouloir s'intéresser aux autres. Et puis après, les choses se font toutes seules. Maire, une fonction 24 heures sur 24. On peut être réveillé en pleine nuit en disant oups là, il y a un accident sur la route, là il faut vite aller parce que on vous demande. De moins en moins quand même. C'était vraiment la tâche de l'ancienne école. Nous maintenant quand même, on est entouré quand même. Hein. On est entouré. On a des services. Donc 24 heures sur 24, oui, quand il y a un PPM, mais c'est pas quand même. C'est pas tous les jours, quoi. Il faut pas décourager les futurs. On ne le fera pas. J'ai annoncé quand même lors des vœux, j'ai annoncé,
Parce que comme j'ai dit que je ne me représentais pas, j'ai senti comme un vent un petit peu, même dans mon équipe, où j'ai une situation qui m'a un peu perturbé, entre guillemets. Et puis dans le village, un tel, il va monter une liste, l'autre il va monter une liste, l'autre il va... Alors, je n'ai pas mis fin à ça, et au contraire, la démocratie, elle existe et ça se fonctionnera tout à fait normalement. Mais l'autre jour, pour les vœux, j'annonçais que quand même j'allais m'en occuper. J'allais m'en occuper pour essayer de rester dans la continuité qui m'a assez réussi. Alors, effectivement, peut-être pas 6 mandats, puisque maintenant ça va être réglementé. Là aussi, je suis passé à travers les mailles. Parce que, effectivement, bon, ils disent qu'il ne faudra pas faire plus de 3 mandats à la file. Bon. Pourquoi pas? Mais il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Parce que je veux bien que, peut-être, moi je ne raisonne pas aujourd'hui comme je raisonnais à 36 ans, mais on peut quand même, je ne sais pas, mettre un sénile, et puis, je veux dire, c'est difficile de dire, bon, 3 mandats parce que, non, c'est une règle, pourquoi pas, mais c'est pas la panacée non plus. C'est pas, ouais, on peut faire un mandat et faire que des bêtises, et on peut en faire 6 sans trop en faire. Je veux dire, c'est pas, et l'inverse aussi. Donc, voilà. Alors moi j'aimerais quand même, je vais m'en occuper quand même pour un peu éviter qu'il y ait des dérapages. Parce que ce qui compte le plus quand même, c'est de travailler ensemble. Ce que j'ai toujours instauré. Je vous dis, j'ai commencé en vous le disant ça, c'est vrai qu'en 89, j'ai pris des gens qui s'y attendaient pas à ce que j'allais les prendre. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient présentés contre moi. Mais je ne voulais pas rester avec des gens qui auraient été des ennemis parce que, etc., etc. Vous voyez? Et ça, je crois que c'est important. C'est important. Alors Gérard Gauthier, on n'a pas tout cerné, je veux dire, on a effleuré certains sujets comme la viticulture, mais on le sait, je veux dire, c'est inhérent à toutes nos petites communes du Biterrois, c'est la vigne qui prévaut. Il y a le tourisme aussi, avec le fameux canal du Midi qui passe sur votre commune, qui relie d'ailleurs Béziers à tous ces villages, Cers, Port-Iragne, Villeneuve, etc. Tout ça fait qu'il y a aussi le tissu associatif, et là je crois que peut-être il faut en dire 2 mots dans le sens où vous êtes maire, on l'a dit, tous derrière vous devant, mais il y a aussi cette nécessité de travailler en équipe, c'est important, équipe municipale, équipe des bénévoles qui dans les associations font beaucoup, ne font pas de bruit, ne sont pas payés, mais montrent aussi qu'ils ont du cœur pour leur village. Ah oui, là, le monde associatif, un village sans association, ce serait un village mort. Je veux dire, ça, nous on a la chance, on a une 20aine d'associations. Mais ça fonctionne bien. Ça vraiment, chaque fois je me fais un remerciement pour les vœux et tout, parce que il y a vraiment des gens qui sont vraiment méritants. Hein. C'est vraiment, c'est énorme ça. C'est énorme. Le bien vivre ensemble, je crois qu'aujourd'hui on galvaude un peu cette expression, mais elle est d'actualité aussi. Elle montre que dans un village comme Cers, il faut avoir avant tout de l'unité. C'est ce que vous avez défendu en prenant des gens qui étaient contre vous, entre autres. Vous n'avez aucun regret par rapport à ça. Vous l'avez fait avec beaucoup de passion. Gérard Gauthier, merci beaucoup pour votre accueil. Merci pour ces anecdotes que je pense vont ravir nos auditeurs. C'est l'histoire non seulement de notre région, de ce que nous aimons, mais c'est aussi l'histoire des petites collectivités qui se battent tous les jours pour faire plaisir à tout le monde. 3 francs 6 sous, on se débrouille, on appelle à la collectivité, c'est beau. Merci de votre visite, vous savez, vous serez toujours les bienvenus à Cers. Merci Gérard Gauthier, à bientôt. Au revoir. Au revoir.